Très bien. Merci à tous et à toutes pour cette nouvelle contribution au 17e rencontre d'Espace Marx, Aquitaine-Bordeaux-Gironde, et ces rencontres qui s'appellent d'ailleurs Nouvelle pensée critique et actualité de Marx pour de nouveaux horizons de civilisation, comme nous rappelait Alfredo tout à l'heure. Et j'ai le plaisir d'accueillir Franck Marsal, qui est professeur de mathématiques et aussi militant politique, qui va nous parler des prolongements de la révolution russe d'octobre 17. Hein, et c'est pour ça que je disais, on va revisiter un peu du passé et puis éventuellement voir l'intérêt que ça peut avoir face aux enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Toi, Franck, Merci Dominique. Oui, alors c'est jamais neutre de parler de la Révolution d'octobre. Je pense que il y a quelques décennies, il aurait été impensable de faire quelque chose sur la question de la Révolution sans parler de la Révolution d'octobre. Peut-être après, pendant un certain temps, c'était devenu impossible. Et peut-être que maintenant, on peut essayer d'aborder ça avec le regard un peu plus froid de l'historien et en même temps un regard un peu plus chaud sur notre actualité. Alors la première chose quand même que j'ai envie de dire, c'est que on aborde un sujet qui n'est pas facile parce que dans la manière dont il est véhiculé aujourd'hui, il est extrêmement marxiste. Alors j'ai pas mis les trucs, mais par exemple j'ai extrait d'un site de préparation au baccalauréat, mais c'est pas très différent de ce que reçoivent la moyenne de nos collégiens et de nos lycéens, qui explique les régimes totalitaires s'installent en Russie avec la révolution bolchevique et le gouvernement de Staline, en Italie avec la venue de Mussolini et en Allemagne avec Hitler en 1933. Ces régimes suppriment la démocratie, les libertés et prônent l'avènement de noms nouveaux, etc., etc., etc. Donc, ce qui est véhiculé de manière officielle, c'est que finalement, les gens qui ont ouvert les camps de la mort et ceux qui les ont libérés sont sur un pied d'égalité et que même, à la limite, tout est de la faute des communistes parce que c'est eux qui ont commencé. Voilà un petit peu de la vision qui est portée de la révolution d'octobre dans notre société, mais ça fait pas exception. Je dirais c'est l'ensemble du monde occidental, je pense, qui reçoit cette vision. Autre élément, il y a des sondages qui sont faits sur longue période sur quelle est la nation qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne en 1945. Un sondage très intéressant. En 1945, 57% des Français répondent l'Union soviétique et 20% les USA. En 2015, 54% les USA, 23% l'Union soviétique. Donc là aussi, on voit tout le travail qui est fait sur ces questions-là, et notamment, ça s'est matérialisé, on le vit chaque année, depuis que Mitterrand est président de la République, parce que De Gaulle ne faisait pas ça, ça n'avait pas été repris à sa suite, mais chaque année, on fait un grand événement sur le débarquement du Siluin. Voilà, ce que De Gaulle a toujours refusé de faire, considérant que les Américains étaient arrivés avec de mauvaises intentions. Et aujourd'hui, c'est extrêmement mis en avant, et le rôle de l'Union soviétique dans la victoire contre le nazisme est complètement minoré. Dernière chose, si on s'intéresse à l'opinion des Russes eux-mêmes sur le démantèlement de l'Union soviétique, ben, ça n'a pas changé. Alors ça fluctue, ça varie dans une bande entre 55% et 75%, mais c'est assez variable. Entre 1992 et 2020, donc février 2020, juste avant le déclenchement de la guerre, on a 65% des Russes qui regrettent l'effondrement de l'Union soviétique et 26% qui ne regrettent pas. Voilà, avec, sur les éléments qui sont donnés, la perte du sentiment d'appartenance à une grande puissance qui vient quasiment à égalité, 52%, 49%, avec la destruction du système économique unifié. Et puis 37% des Russes qui disent que ça a accru la méfiance mutuelle et l'amertume. Voilà. Donc la manière dont on regarde déjà est très politique. Ça, je pense que c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Donc évidemment, moi, mon propos sera aussi très politique. Alors, euh, euh, première chose peut-être qu'il est intéressant de regarder, c'est parce qu'une des grosses différences, peut-être sémantiques déjà, c'est socialisme et communisme. Euh,
la Révolution d'octobre inaugure la période où on va passer des partis socialistes aux partis communistes. Ça, c'est une grosse, grosse différence. Si on regarde un peu la manière dont cette différence sémantique s'est construite dans l'histoire, on a au départ le manifeste qui est écrit par Marx et Engels, qui s'appelle Manifeste communiste, Manifeste du Parti communiste. Et Engels dit en 1888, on n'aurait pas pu l'appeler autrement, on n'aurait pas pu l'appeler Manifeste socialiste, parce que le socialisme à l'époque, c'était d'une part le socialisme utopique, et d'autre part, les courants socialistes étaient plutôt ancrés dans une pensée, enfin, dans une classe sociale plutôt bourgeoise, petite bourgeoise, et nous, on voulait s'adresser aux ouvriers. Notre mot d'ordre, c'était l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, et donc c'était impossible de l'appeler autrement que communiste. C'est des choses qui évoluent, puisque Engels ne va pas s'opposer à l'appellation Parti socialiste, Parti socio-démocrate, dans la fondation de l'internationale, la seconde, l'internationale ouvrière, et les congrès eux-mêmes internationaux s'appellent congrès internationaux, ouvriers, socialistes, enfin le nom est amplement utilisé et dans la littérature, Marx comme Engels l'utilisent fréquemment en réalité. Mais le premier point est une mise en avant plutôt du communisme sur le socialisme. Et c'est Lénine qui va faire évoluer les choses parce que lui veut se démarquer des partis socialistes et sociodémocrates qui ont pratiqué l'union sacrée, qui ont soutenu la guerre et qui se sont quelque sorte combattus les uns les autres. Mais il va garder les deux dénominations. Il va considérer que ce que Marx appelait phase primitive, phase supérieure du communisme, il va appeler la première phase socialiste et la deuxième phase communiste. Et il va appeler les partis communistes, mais il va appeler les États République socialiste soviétique, Union des républiques socialistes soviétiques, etc., etc. Donc pour marquer cette dimension, c'est-à-dire, enfin, moi je l'aperçois comme ça, c'est-à-dire le parti lui porte l'ensemble du processus et le stade auquel on est, c'est la République socialiste. Et pour lui, c'est la construction du socialisme. Alors la première première conséquence très importante pour nous, pratiquement de la Révolution d'octobre, c'est la construction des partis communistes. Et je pense que ça, c'est un enjeu politique très important aujourd'hui, qui se matérialise par ce qu'on a appelé les 21 conditions d'adhésion à l'internationale communiste, qui sont les critères par lesquels Lénine et les bolcheviks imposent au parti une transformation profonde en vue de leur adhésion à l'internationale communiste. Alors, sans rentrer dans le détail, moi j'ai groupé en trois grandes parties. La première dimension, c'est la dimension véritablement révolutionnaire au sens opérationnel du terme, quasiment militaire, je dirais. C'est-à-dire que les partis doivent mener une action clandestine, ils doivent se préparer à l'illégalité, ils doivent avoir, c'est la troisième condition, il doit y avoir quasiment un parti clandestin à l'intérieur du parti pour pouvoir très rapidement basculer dans des conditions d'illégalité. Il faut mener de la propagande en direction des forces armées, y compris de manière illégale. Il faut préparer la possibilité d'une guerre civile. Tout ça est mené dans le but d'un renversement brutal, on va dire, de la société. Ça se matérialise par l'appellation parti communiste. Et la priorité, c'est aussi un ancrage ouvrier sur des gens qui sont des dirigeants qui sont peut-être un peu, les conditions disent dirigeants centristes ou réformistes. On sent derrière qu'il y a des gens qui se sont un peu embourgeoisés dans la position de dirigeants, d'élus, de responsables, et à un moment donné, on met des ouvriers qui vont être beaucoup plus combatifs. Le deuxième aspect très important qui va prendre une grande place dans l'histoire, et notamment dans l'histoire du Parti communiste français, c'est la question de la lutte contre l'impérialisme. Et en particulier, la lutte pour la décolonisation, pour l'émancipation des colonies. On sait que c'était pas un fort des socialistes. Et les mots de la résolution sont soutenir, non en parole, mais en fait, tout mouvement d'émancipation en colonie, exiger que soient expulsés des colonies les impérialistes de la métropole, inculquer aux travailleurs de son pays les sentiments véritablement fraternels à l'égard de la population laborieuse des colonies et des nationalités opprimées, et mener dans l'armée une agitation systématique contre toute oppression des peuples coloniaux. Ça, c'est quelque chose que le Parti communiste va prendre à bras le corps. Il va s'engager de manière résolue. Ça va donner lieu d'abord à la constitution d'un certain nombre d'organisations, puisque on va appeler les travailleurs des colonies qui sont en France vont se former, adhérer au Parti communiste, fonder des organisations. Voilà,
Il y a des exemples célèbres du Vietnam, de Chine, d'Afrique, de révolutionnaires qui se sont formés dans le Parti communiste et qui ont développé leur action. Et ensuite, ça va se traduire par des actions très fortes à tous les moments critiques. La guerre du Rif est un des premiers, mais ensuite toutes les étapes. Et à chaque fois, le parti n'hésitera jamais à mener des actions très résolues qui vont valoir à la plupart de ses dirigeants un séjour en prison. Hein. Et puis le troisième aspect, c'est la transformation très profonde du parti dans son organisation. C'est la notion à la fois de parti de masse, donc qui va travailler à organiser les masses de manière très structurée, et aussi la notion de parti qui est à la fois centralisé, démocratique et discipliné, c'est-à-dire la soumission de tous les gens qui ont des positions un peu fortes dans le parti, des gens qui sont élus, des gens qui sont responsables d'organes de presse, de maisons d'édition, etc. Tout le monde est soumis à la même discipline que l'ouvrier du rang. Et donc, la ligne est décidée de manière collective et elle est appliquée de manière unanime. Ce qui, évidemment, va changer considérablement les conditions de fonctionnement du parti, mais dont on peut penser que ça va lui permettre de traverser. Et c'est comme ça que les communistes l'expliquent aujourd'hui, c'est-à-dire on se prépare à des périodes extrêmement difficiles, il faut être unis, il ne faut pas qu'il y ait la moindre fracture dans laquelle les conditions difficiles de l'époque pourraient s'engouffrer pour détruire le parti. Alors, ça, sur cet aspect-là, je pense que c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que, d'abord, pour moi, je mettrais deux questions. La première question, c'est est-ce que les choix qui ont été faits à ce moment-là sur le type de parti a été efficace par rapport aux conditions qui étaient celles du XXe siècle? C'est-à-dire très vite l'illégalité, effectivement, la lutte contre le fascisme, la décolonisation et tout ce qui s'est passé et tous les mouvements qui a eu lieu. Il me semble, moi, j'ai une position c'est clair, il me semble qu'effectivement, d'une part, on voit bien que les conditions ont été extrêmement rudes. On voit bien que tous les partis qui ne s'étaient pas consolidés n'ont pas tenu. Et on voit bien qu'aucun autre type de parti n'a réussi à mener des révolutions victorieuses pendant cette période extrêmement dure et que même les partis, c'était, je dirais, sur le modèle léniniste, il n'y en a pas énormément qui ont réussi à mener des révolutions victorieuses. Donc il faut prendre en considération, je pense, dans tout jugement qu'on peut faire sur la manière dont les communistes ont opéré pendant cette période-là, la situation particulière des conditions dans lesquelles tout ça se déroule. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent dans les conditions qu'on vit aujourd'hui ou dans les conditions qui vont venir demain? Et là, je pense que c'est un débat qui doit avoir lieu, à mon avis, dans les organisations, et en particulier, je dirais, dans le Parti communiste. C'est de se dire, est-ce que on a vécu cette transition des années 1910-1960, on va dire, comme un passage difficile, et puis après les choses s'assouplissent, c'est plus démocratique, c'est plus serein, il y a moins de violence dans la société. Donc est-ce que l'exception c'était la période violente ou est-ce que finalement l'exception c'était la période douce qu'on a traversée dans les années 60, 70, 80 et est-ce qu'on n'est pas en train de revenir? C'est bien, c'est ça juste le lendemain d'une tentative de coup d'État en Corée du Sud, donc c'est pas anodin. C'est quand même la situation. On voit bien les guerres monter un petit peu partout. Et est-ce qu'il faut se préparer de nouveau avec des partis qui sont un peu endurcis, un peu consolidés à des périodes difficiles? Voilà. Je pense que ça, c'est un débat sur l'actualité. Et il me semble que si on a un regard un peu lucide sur la période qu'on est en train de vivre, qui est en train de se préparer, dans lequel les institutions démocratiques finalement sont facilement contournées, trafiquées, manipulées, instrumentalisées, voire carrément détruites. On va voir ce qui va se passer aux USA avec l'élection de Trump. Je pense que ça plaide effectivement plutôt pour un retour aux pratiques léninistes, évidemment, à adapter à la période dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, deuxième aspect, c'est quand même de regarder plus précisément quel a été le rôle des communistes et l'influence de la Révolution d'octobre sur le XXe siècle. Alors, là-dessus, il me semble qu'on peut prendre un certain nombre d'étapes clés. La première étape, je pense très importante, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Là aussi, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu discutables, et en particulier la discussion, me semble-t-il, doit porter sur le rôle de la Révolution comme un moment qui a permis d'arrêter la guerre.
dans ce qui est véhiculé de manière officielle, c'est un peu, bon, ben, il y a l'entrée en guerre des États-Unis qui compense le retrait de la Russie, et au final, les empires centraux sont affaiblis et sentant qu'ils vont perdre, préfèrent demander l'armistice. Il me semble que la réalité des événements est un peu différente. D'abord, la première étape, c'est la révolution russe, et en particulier dans son moment d'octobre, qui met fin à l'implication de l'Empire russe dans la guerre. Donc, il y a une première étape d'arrêt de la guerre qui est directement liée à la révolution. Et la deuxième étape, c'est-à-dire ce qui se déroule au mois de novembre 1918, euh, quand l'armistice est demandé par l'armée allemande en particulier et par l'empire allemand, certes, il n'est pas au mieux de sa forme, mais les armées allemandes sont encore en France. Donc on est loin d'être acculé à la défaite. En revanche, il y a des mutineries. Il y a eu des mutineries dans l'armée autrichienne et il y a la mutinerie très importante qui se développe de manière très rapide en Allemagne, avec la mutinerie de Kiel en particulier, des marins. Et me semble-t-il, ces mutineries font suite à l'exemple donné par la Révolution d'octobre, à l'organisation, à la propagande qui est menée par les communistes russes, par les bolcheviks, et à l'aspiration des ouvriers à des changements sociaux profonds. Et donc, il y a déjà un premier prolongement qui me paraît très important de l'action de la Révolution d'octobre, c'est la fin de la Première Guerre mondiale qui va marquer une étape dans l'évolution historique de l'impérialisme. Deuxième chose, évidemment très importante, et je vais revenir sur ce qui est enseigné dans nos écoles, c'est l'établissement du premier État socialiste qui est d'abord la République fédérative des Soviets de Russie, puis ensuite l'Union soviétique. Et quand même dire que appeler ça la naissance du totalitarisme, c'est quand même un peu paradoxal, parce que évidemment, un État qui sort de siècles de tsarisme, qui mène une révolution, va traverser des conditions sociales et politiques complexes. L'Union soviétique est quand même le premier grand État dans lequel les hommes et les femmes de toute nationalité, de toute langue, de toute culture sont établis comme égaux par la loi et par la Constitution. Et c'est absolument pas le cas de ce qu'on nous présente habituellement comme les grandes démocraties du début du XXe siècle, c'est-à-dire la France, l'Angleterre et les États-Unis, puisque la France et l'Angleterre sont des empires qui règnent sur plusieurs centaines de millions d'êtres humains, dont seulement les hommes de la métropole ont le droit à une certaine forme de démocratie. Pour les autres, c'est un État complètement totalitaire. Et les États-Unis, je vous renvoie à la position des minorités et en particulier des Noirs aux États-Unis, on est loin d'une démocratie aussi. Donc, là aussi, on tente toujours à nous faire lire le passé avec les lunettes d'aujourd'hui et c'est extrêmement déformant en réalité. Évidemment, l'établissement d'un premier État socialiste a bien d'autres impacts, puisque ça va susciter énormément de réflexions. Une expérience, de toute façon, on sait très bien qu'on ne peut pas, et Marx l'explique constamment, on ne peut pas connaître à l'avance les formes que les choses vont prendre. Donc on est forcé, à un moment donné, d'expérimenter, et quand on expérimente, on est forcé de se tromper. Et on le fait dans des conditions qui sont les conditions dans lesquelles on se trouve. Donc je passe un peu là-dessus, mais je pense que c'est un événement extrêmement important parce que c'est une richesse aussi pour l'ensemble du mouvement émancipateur mondial de voir ce qui a été fait, de pouvoir en tirer des leçons à la fois de ce qui est positif et de ce qui est négatif. Et je crois que l'abandon de l'étude de l'histoire et de la réalité des États socialistes au XXe siècle est un gros manque aujourd'hui si on veut changer les choses dans notre société, à la fois pour en retirer le positif et pour en retirer le négatif. Troisième élément historique très important, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la victoire contre le fascisme et le nazisme, à la fois en Europe et en Asie, parce que la victoire de la Chine contre le Japon, je dirais, a un impact libérateur au moins aussi important que celui de la victoire contre le nazisme en Europe. Donc là aussi, la contribution de l'Union soviétique, non seulement, mais des communistes en général, est essentielle. Et c'est la naissance du deuxième grand État socialiste mondial, qui est la Chine populaire, qui va mettre longtemps à suivre son chemin de construction, qui est devenu et aujourd'hui, et qui est, j'y reviendrai, un acteur important du monde, directement, dont la naissance et le développement sont directement liés à la Révolution d'octobre. Quatrième élément, c'est la décolonisation. Donc j'ai expliqué que c'était un des éléments fondateurs de l'internationale communiste, dans lequel tous les partis communistes devaient adhérer.
il va y avoir un énorme investissement et on va changer complètement avec la décolonisation, alors qui n'est pas menée que par l'Union soviétique. À leur manière, les États-Unis qui ont envie de récupérer des marchés, des ressources de matières premières et de défaire les empires historiques vont jouer un rôle. Mais ça va se mener à travers la guerre froide et on voit bien que ça ne va pas, comment dire, avoir le même impact libérateur quand c'est les Américains qui sont à la manœuvre que quand les peuples se libèrent par eux-mêmes avec le soutien de l'Union soviétique. Et puis le dernier élément historique, c'est la période de la guerre froide, sur laquelle je pense qu'il serait intéressant aussi d'avoir un regard un petit peu plus nuancé peut-être. L'existence de l'Union soviétique pendant la guerre froide permet un équilibre géostratégique. Le démantèlement de l'Union soviétique mène à un déséquilibre avec l'hégémonie des États-Unis d'Amérique, et je pense qu'on peut commencer à tirer un peu le bilan. On est probablement en train de sortir de cette période d'hégémonie, mais on voit bien que ça a joué un rôle extrêmement négatif, puisque tous les mouvements, je dirais, modérés comme plus ambitieux, qui ont essayé de changer les choses dans n'importe quel pays du monde, sur tous les continents, se sont heurtés à la résistance organisée par les États-Unis d'Amérique, soit sous forme de pression financière, blocus, sanctions financières, soit sous forme de pression politique. Ça peut aller jusqu'à l'assassinat de dirigeants. C'est une longue liste de dirigeants, soit sous forme de pression directement militaire, organisation de coups d'État ou guerre. On peut parler du renversement de Mossadegh en Iran. On peut parler, je pense qu'il n'y a quasiment pas un pays d'Amérique latine qui a échappé à un moment donné sur toute la période de la guerre froide à un coup d'État organisé avec l'appui des États-Unis. Et en Afrique, il y a aussi énormément de coups d'État qui ont eu lieu. Donc, la capacité, à un moment donné, d'avoir quelque chose qui équilibre l'hégémonie et l'impérialisme est quelque chose d'essentiel si on veut accéder à un mouvement émancipateur. Alors, quand on fait un peu le bilan de ces changements, Marx disait que le communisme, c'est le mouvement réel qui abolit l'état réel des choses. Il me semble que c'est la citation, je ne vais pas rechercher à la source. C'est l'esprit. Il me semble que quand on voit l'ampleur des changements qui s'y sont opérés dans l'impulsion donnée par la Révolution d'octobre, on est effectivement conforme à cette définition. Alors évidemment, des fois, les changements ne se passent pas exactement comme on aurait souhaité qu'ils se passent. Des difficultés surgissent. Il peut y avoir, je dirais, des fausses routes et des limites, des contradictions. Néanmoins, il me semble qu'il est intéressant de faire à froid le comparatif entre l'état du monde avant 1917, donc la guerre mondiale, le colonialisme, le sous-développement, et l'état du monde, allez, on va dire, à la fin de l'Union soviétique en 1991, par exemple. Alors, dans les éléments, on a des choses plus théoriques. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Je ne sais pas si je suis dans les temps, Dominique. C'est bon. C'est bon. Il y a évidemment derrière toute la réflexion qui est portée par les communistes au moment de la révolution d'octobre et par ce qu'on appelait à l'époque le bolchevisme et le léninisme, c'est toute la réflexion sur l'État. Et je pense que cette réflexion, elle est d'une grande actualité. Engels disait l'État n'est pas un pouvoir imposé du dehors de la société, il n'est pas davantage la réalité de l'idée morale, ça c'était pour parler à Hegel. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement, et il est l'aveu que cette société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même. Ce que Lénine reprend en disant l'État est le produit et la manifestation de ce fait que les contradictions de classe sont irréconciliables. Et Lénine ajoute, selon Marx, l'État est un organisme de la domination de classe, un organisme d'oppression d'une classe par un autre. Alors, je pense que ça mérite qu'on s'arrête un peu sur cette question-là, sur cette question de l'État, parce que on vient de traverser, je pense, une période dans laquelle la perspective majeure, et moi, je pense que c'était pas absurde de penser à cette perspective au moment où ça s'est produit, c'est-à-dire dans les années 60-70, parce que les conditions étaient complètement différentes et on pouvait avoir un espoir qu'effectivement la société change sans qu'on soit obligé de renverser la structure globale de l'État. Et donc, on était dans une perspective de démocratisation progressive de la société.
moi, je conteste pas l'idée qu'à un moment donné, cette idée soit venue parce qu'on voyait bien que, d'abord, il y a eu des tentatives de changement violent. Peut-être personne n'avait envie de revenir à la difficulté des années 30 et des années 40, de revenir à des périodes de guerre. Et puis, d'autre part, on voyait qu'on avait réussi à conquérir des choses qui n'étaient pas neutres. Si je zoome un peu sur le cas de la France, des changements sociaux importants, sécurité sociale, des changements politiques, le vote universel, la capacité à avoir des positions, enfin voilà, des grandes municipalités communistes, des grands services publics, une démocratisation quand même de l'État qui avait un certain point, le statut de la fonction publique par exemple, enfin, c'est un point d'appui pour pas mal de choses. Donc, cette perspective pouvait exister. La difficulté, c'est quel est le bilan qu'on est capable de tirer des 40 années qui viennent de s'écouler, de ce durcissement, de ce raidissement qu'on voit à la fois au niveau international et au niveau national. C'est assez frappant, je trouve, de voir à la fois la position des États-Unis qui, coûte que coûte, veulent maintenir l'hégémonie du dollar, veulent maintenir leur puissance militaire et gouverner un peu les différents États de la planète par ces biais-là interposés. Et puis la position de Macron qui absolument veut maintenir le gouvernement qui tient la ligne de l'austérité, qui tient la ligne des profits, qui tient la ligne du pouvoir du capital. Il y a, à un moment donné, il y a eu ce mouvement pour la démocratisation, mais il s'est heurté véritablement à un mur. Les classes dominantes, aujourd'hui, ne veulent plus rien céder et elles veulent même tout reprendre. Et donc là aussi, je pense que le retour en réflexion à la position euh, voilà, qu'on appelle la position léniniste sur l'État, il est pertinent, il mérite d'avoir lieu. Et peut-être ça nous permet de formuler les choses de manière un petit peu différente dans la perspective qu'on peut se donner aujourd'hui, c'est-à-dire, oui, mais peut-être qu'on n'arrivera pas seulement par les élections à changer les choses dans la société française d'aujourd'hui. Peut-être qu'il va falloir s'y prendre différemment, bâtir un autre système démocratique. Je crois qu'il y avait une conférence de Jean Kerb. Je ne sais pas s'il a parlé du système démocratique cubain, mais Pas cette année, mais l'année dernière. l'année dernière, voilà, les explications qu'il donne sont très, très, très intéressantes sur la manière dont on pourrait changer aussi le système démocratique en France. Ça, je vous dis. L'autre question aussi qui est portée, c'est la question de l'impérialisme, qui est très liée évidemment à la dimension de l'État. Euh, Mais si on revient à Lénine, là aussi, et à la manière dont les choses se sont portées au moment de la Révolution russe, c'était voir l'impérialisme non pas comme la simple domination d'un État sur un autre, et on voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, tous les États cherchent à se protéger ou à se dominer, mais comme un stade de développement de la société capitaliste dans son ensemble qui mérite un changement global des rapports mondiaux et des rapports internes de ces sociétés. Dernière chose et dernier point qui me paraît important dans l'actualité de la Révolution d'octobre, c'est la question du développement. Alors là, j'avais deux petites images, mais c'est pas grave, je vais expliquer. Euh, pour moi, la Révolution d'octobre, il ne faut pas négliger son apport en termes de développement des forces productives au sens général du terme. C'est-à-dire développement de l'industrie, développement de la science, développement de la connaissance, développement de la capacité des sociétés humaines à construire des moyens qui permettent à chacun de vivre dignement. Quand on fait le lien entre cette question du développement et la question que j'évoquais précédemment, qui est celle de l'impérialisme et du colonialisme, il me semble qu'on voit apparaître que ces sociétés, que ce soit l'Union soviétique et la Chine, et un certain nombre d'autres, pas toutes, ont réussi à atteindre des stades de développement qui ont été globalement interdits ou empêchés à la plupart des anciennes colonies. Euh, et euh, et aujourd'hui, le développement de la Chine entraîne autour d'elle justement toutes ces anciennes colonies, entraîne le développement de l'Afrique, auquel il y a une contribution qui est très très importante qui est donnée, le développement de l'Asie. Ça commence à venir sur l'Amérique latine également, même si c'est plus loin, donc ça va plus doucement, et on commence même à le voir à la périphérie de l'Europe. C'est comme si, pour maintenir son pouvoir, le système impérialiste avait imposé le ralentissement, le freinage du développement, comme un moyen de contrôler toujours et encore les sociétés. Moi, je suis frappé, pour donner juste un exemple,
de l'État, je veux dire les pays africains qui ont connu donc des décennies de colonisation puis des décennies de néocolonialisme, qui se retrouvent endettés à l'égard de l'Occident sur des montants très très importants. Euh, Toutes ces dettes ne se sont jamais converties en infrastructures majeures. C'est-à-dire que ce sont des pays qui n'ont encore pas de chemin de fer, qui n'ont encore pas de système électrique. Et je suis très frappé de voir les pays occidentaux qui ont endetté les pays, ce qu'on appelait avant les pays du tiers-monde, sans porter le moins de projets d'infrastructure. On a certainement vendu beaucoup d'armes, on a certainement vendu des choses très chères, mais maintenant on fait reproche à la Chine de construire des chemins de fer, de construire des usines ou de construire des centrales électriques dans ces pays-là. Mais ces pays ont besoin, elles ont besoin de se développer et c'est comme si l'Occident finalement avait cherché à maintenir ces pays dans un état de sous-développement pour les dominer. Et donc la question du développement, la question économique, elle n'est pas que, enfin, elle est une question politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles nous nous trouvons font que sur 8 milliards d'êtres humains, on doit être, je pense, une population active de plus de 4 milliards de personnes. Et on est en train d'arriver au stade où l'immense majorité de ces personnes sont des salariés, sont des ouvriers, sont des prolétaires. C'est-à-dire que le développement du XXe siècle en général, je ne dis pas qu'il est le seul fait de l'Union soviétique, mais l'Union soviétique, je pense que je vais expliquer, il a joué son rôle. Le développement du XXe siècle mène à une situation où aujourd'hui on peut envisager de manière radicalement nouvelle l'établissement de nouvelles sociétés au niveau mondial et où le besoin, de toute façon, se fait sentir de ces changements-là. Et les capacités, je pense, sont importantes de ce point de vue-là, les capacités économiques. C'est-à-dire que c'est ce que dit Marx, j'y reviendrai après. Mais on peut faire, donc là je l'ai pris sur le plan mondial, mais on peut faire aussi une réflexion similaire en se demandant quel a été le rôle précis des communistes dans la modernisation de la France en 45-46 et dans les bases qui ont été jetées de la modernisation de notre pays. La France qui avait vécu une crise dramatique dans les années 30, dans les années 40, qui avait été occupée, euh, se relève et entreprend un certain nombre de changements radicaux dans l'organisation de son économie et de sa société, et on retrouve des communistes quasiment à tous les étages de ces changements. C'est la création d'EDF, c'est la création du commissariat à l'énergie atomique, mais aussi c'est des choses culturellement, voilà, c'est la création du Festival d'Avignon, c'est le rôle de la CGT sur le Festival de Cannes et sur la défense de l'industrie du cinéma. C'est dans la littérature, c'est dans les arts. Sur les sciences, ça va bien au-delà de la science atomique, évidemment. En maths, on pourrait en parler aussi. Euh, et, et, et donc, euh, peut-être qu'à ce moment-là, sans arriver, évidemment, la France ne peut pas basculer dans une révolution socialiste. Les Américains sont présents, ils dominent complètement l'Europe occidentale, mais c'est comme si on avait jeté des prémices de quelque chose qu'on pourrait faire plus tard, en fait. Et le rôle des communistes est extrêmement important. Et l'hypothèse ou la question dans laquelle je me pose, c'est à quel point ce qui a été fait à ce moment-là crée aussi des bases supérieures pour pouvoir avancer plus loin dans une perspective révolutionnaire. C'est-à-dire le fait d'avoir eu un pays qui s'est modernisé, d'avoir eu ses institutions, d'avoir ses grandes entreprises, c'est quelque chose qui portait un projet supplémentaire. Et je pense que de ce point de vue-là, l'acharnement à détruire de la part de la grande bourgeoisie française, qui s'est appuyée sur l'Europe, mais on sait très bien que la tradition des classes dominantes en France, c'est toujours de s'appuyer sur l'étranger, mais c'est bien elles qui sont à la manœuvre. Et il y avait une volonté de détruire, et il y a toujours une volonté de détruire tout ce qui a été construit en 45-46, je pense, parce que pour les classes dominantes, c'est toujours une menace, c'est toujours le rappel que on peut aller plus loin. Voilà, pour terminer sur cette question-là, dans la critique du programme de Gotha, Marx dit le droit ne peut jamais être plus élevé que l'état économique de la société et que le degré de civilisation qui y correspond. Et je pense que c'est peut-être ça qui s'est passé au XXe siècle. C'est-à-dire que la révolution d'octobre a fait sauter un certain nombre de verrous, notamment le verrou du colonialisme. En se prolongeant avec la Chine, peut-être qu'on est en train de faire sauter le verrou du sous-développement et du contrôle
du système financier, du système économique et du système monétaire par la grande puissance impérialiste que sont les USA, qui a bloqué, pour moi, tous les développements positifs, émancipateurs depuis une cinquantaine d'années, et que peut-être que, certes, on est en train de traverser une période très difficile, on est en train de traverser une période très dangereuse, avec la menace du fascisme, de la guerre, peut-être de la guerre mondiale, et on se rapproche presque chaque jour même d'une guerre nucléaire. Mais peut-être qu'il faut voir aussi qu'à travers tous ces changements qui se sont accomplis au XXe siècle, se sont créées des bases pour enfin changer radicalement les sociétés au niveau mondial et établir de nouveaux rapports entre les pays, entre les nations, mais aussi au sein de ces nations, entre les gens, au service du bien-être comme on le disait dans les années 40, des jours heureux. Voilà. Merci, Franck. Je pense que Michel va réagir. J'espère que j'ai laissé de la place pour le débat. Et en plus, c'est sur le temps de parole de Michel, donc pas aucun problème. Non, je rigole. Vas-y, Michel. On va prendre ça à la rigolade. Il y a Bien sûr. 50 ans, ce genre de trucs, c'est en pugilat, taper sur la gueule. Absolument. Donc, on va rigoler. Parce que là, non, c'est vraiment un grand numéro de comique. Bon. Il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas par où commencer. Déjà, Révolution d'octobre. Révolution d'octobre. Il y a une légende qui dit que Lénine et Trotsky, quand le régime qu'ils ont mis en place après leur putsch d'octobre 1917 a dépassé la durée de la Commune de Paris, ils ont sabré le champagne. Et ça, pour moi, c'est de l'automystification. Parce que le processus qu'ils ont enclenché avec leur putsch militaire d'août 1917, ce n'est pas du tout un processus révolutionnaire, c'est un processus contre-révolutionnaire. Le mouvement révolutionnaire qui s'inscrivait dans le prolongement de la Commune de Paris, c'est celui qui s'est déroulé de février 1917 à octobre 1917. Pourquoi? Parce que c'est basé sur, bon, c'est peut-être un peu caricatural, la spontanéité des masses. Je t'écoute, qui, je vais juste prendre de quoi écrire. Une fois qu'elles ont renversé le régime des tsars, se sont auto-organisés. Les soviets, c'est un mouvement de conseil, conseil ouvrier, conseil paysan, conseil de soldats. C'est ce qu'a fait la Commune de Paris, à une toute petite échelle. Je voudrais citer l'exemple d'un économiste marxiste, Charles Bettelheim. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont le souvenir de Charles Bettelheim. À l'époque, j'ai lu Charles Bettelheim, c'est très intéressant. Cette économique et forme de propriété, des trucs comme ça. Tout à fait. Charles Bettelheim, pour le situer, dans les années 30, au moment où il y a le procès de Moscou, il est jeune économiste en URSS. Bon, il ferme sa gueule parce qu'il ne comprend pas trop bien ce qui se passe. Là, Joseph, quoi, il a piqué une crise. Quoi. Bon, bref, il reste en retrait. Et puis, bon, le temps passe, il devient un économiste aguerri, et c'est un marxiste, léniniste, convaincu, qui croit au socialisme soviétique, qui croit au socialisme chinois, qui croit au socialisme cubain, et chaque fois, il est déçu. Chaque fois, l'image qui se fait du socialisme ne correspond pas à ce que donnent comme réalité les pays qui s'autoproclament socialistes. Alors, il raisonne en marxiste. En marxiste, ça veut dire que je vais apprendre une démarche, adopter une démarche historique, voir comment le socialisme s'est mis en place en Union soviétique, en Russie tsariste, bon bref. Il fait 4 bouquins, je crois qu'il doit commencer en 1974, les livres de classe en URSS, et il doit finir à la fin des années 70. C'est intéressant de lire le premier tome, l'introduction. Il est marxiste-léniniste. Quand il arrive à la conclusion
le quatrième tome, il est marxiste, il n'est plus léniniste. Pour quelle raison? Parce qu'il s'est rendu compte que Lénine, je ne suis pas du tout un spécialiste de la révolution russe, hein, loin de là, donc je vais dire certainement des conneries. Lénine est à l'étranger quand ça commence à se foutu en l'air là, en février 1917. Et tous les partis, ils sont dépassés par les événements, tous. Parce qu'il y a cette spontanéité extraordinaire des ouvriers, des paysans, des soldats qui s'autogèrent. Lénine arrive, il retrouve ses copains là, du parti, qui sont perdus, et lui leur dit, il y a un coup à faire, on peut prendre le pouvoir. Et effectivement, ils ont réalisé un putsch, là, puis du palais d'Hiver, pof, bien. Quand, et c'est là que Bettelheim se dit, ah putain, merde, je n'avais pas vu ça. C'est qu'il a réalisé le putsch juste avant que se mette en place ce qui avait été prévu, c'est la fédération de tous les soviets qui s'étaient créés spontanément depuis février. Et c'est ce qui s'est passé. Quand ils se sont réunis, Lénine a débarqué, il dit, ça va, on prend les choses en main, vous pouvez retourner chez vous. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout l'amorce du socialisme, c'est la fin d'un processus révolutionnaire qui devait déboucher sur une forme de socialisme. Alors après, je suis désolé, mais c'est du totalitarisme. Alors, pour défendre cette idée-là, il y a plusieurs moyens. Il y a Hannah Arendt, ou il y a Simone Weil. Bon, je prends laquelle? Simone Weil. On commence par Simone Weil. Simone Weil, tout à l'heure, je le rappelais, elle va en 1932 en Allemagne, juste avant que Hitler conquiert le pouvoir, pour essayer de comprendre ce que c'est que la montée du nazisme, et pour comprendre pour quelles raisons le parti ouvrier est le plus armé, le plus organisé, le plus armé sur le plan théorique, sur le plan pratique, pourquoi il est incapable de résister à la montée du nazisme. Mais outre les éléments de réponse qu'elle va trouver, qui vont l'inciter à essayer d'être révolutionnaire ou de croire à la révolution, parce que d'ici, le parti ouvrier le mieux organisé, le plus armé théoriquement et capable de résister au nazisme, c'est qu'il n'est pas révolutionnaire. Mais durant son séjour, elle va lire des tas d'ouvrages qui circulent. Et ce qu'elle constate, c'est l'espèce de faux intégral qui règne à cette époque au niveau des mouvements d'idées qui sont proches de ce que sera le nazisme après, mais qui trouvent des aspects du régime mis en place par Lénine en Union soviétique très séduisants. L'aspect planification, ça leur botte. La différence, c'est que, bon, eux, ils sont en Allemagne, ils respectent la propriété privée. Mais ce à quoi ils aspirent fondamentalement, c'est à instaurer un système planifié, un peu comme l'a fait Walter Rathenau pendant la Première Guerre mondiale, instaurer un système planifié sur la base de la propriété privée. Je rappelle ce qu'écrit Engels dans l'Anti-Düring, page 320, édition sociale, ou 318, si je ne me trompe pas. C'est dans les pages-là. Engels, il dit, attention, c'est pas parce que l'État va nationaliser l'appareil de production qu'on va instaurer le socialisme. C'est pas du tout ça. Ce qui se met en place, c'est un capitalisme d'État. L'État est le capitaliste collectif. C'est ce qu'a fait Lénine quand il a nationalisé l'appareil de production. Ce que fait Simone Weil, parce qu'elle a lu Marx, elle est pas con, hein, elle fait une analyse marxiste de ce phénomène-là. Pourquoi il y a une convergence entre ces idéologues proto-nazis, d'un côté, ce qui se fait en Union soviétique au nom du marxisme-léninisme, ce qui se fait aussi aux États-Unis. Il y a un mouvement qui se développe, c'est la technocratie. Et elle constate qu'il y a une filiation entre les trois. Pourquoi? Parce que ça
correspond à une transformation du capitalisme que Marx avait déjà pressenti, plus que pressenti, qu'il avait vu quand il dit qu'avec la concentration et l'accumulation du capital, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus affaire à un capitalisme individuel, on a affaire à un capitalisme, une classe capitaliste qui va être bifide, en quelque sorte, avec deux composantes, la composante active et la composante passive. La composante passive, ce sont les actionnaires, et la composante active, c'est ce que Galbraith appellera la technostructure, ce que l'ex-trotskiste, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas pourquoi je fais un blocage, je n'arrive jamais à retrouver son nom, qui a écrit La Révolution du Management. Ce qui met en évidence, à savoir qu'il y a cette montée de cadre. C'est aussi ce qu'avait mis en évidence le Polonais Nicolas Makajski, dans les années, fin des années 1980, à savoir que cette classe-là de cadres supérieurs, de cadres d'encadrement, etc., ils se disent, mais nous, on a tout le savoir-faire pour faire tourner les entreprises, on n'a pas besoin des capitalistes propriétaires. Il y a cette volonté de les virer et de les prendre leur place et de les assurer tout, et puis de faire bosser les ouvriers, pas pour les émanciper, évidemment, pour leur exhorter la plus-value. Ceci dit, en passage, là, Engels, j'adore. Il va dans les dernières réunions de la première internationale, et puis dit, je suis le représentant du prolétariat allemand. Engels, chef d'entreprise c'est où, à Manchester, bon. Il a dû faire produire de la plus-value aux ouvriers anglais. C'est négatif. Bon, après, oui, alors la lecture de Hannah Arendt, elle n'a pas une lecture marxisante comme Simone Weil, elle a une lecture de théoricienne de la politique. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il y a totalitarisme, mais il y a une différence de nature entre le nazisme d'un côté et le stalinisme de l'autre. La différence de nature. Alors, le système, elle prend une grille de lecture, c'est celle de Montesquieu, si j'arrive à la reconstituer. Et il y a un principe et puis un régime qui correspond. Elle dit dans les deux cas, il y a le régime de la terreur. Parce que je suis désolé, mais les camps, il y en avait du temps du tsar, mais ce qui change avec le régime bolchevique, c'est pas les gardiens. Pour exterminer ces millions de juifs, quand même, les bolcheviks. Hein, et Kalamov, c'est quand même qui a pareil. séjourné 30 ans dans les mines de la Colima, et qui connaît bien le système concentrationnaire, il dit, en définitive, il a été mis en place, ce système-là, sur la base des camps de travaux forcés, avant que Hitler ne s'inspire de ce régime, il se dit on va faire ça aussi chez nous, quoi. Bon, mais je parle de Chalamov quand même qui a payé un peu de sa personne pour décrire ce système-là. Elle dit il y a donc le régime de la terreur, les camps, et de l'autre côté, il y a un principe. Elle dit ce qui régit le principe chez les nazis, c'est la biologie. Le darwinisme avec l'idée de l'amélioration de l'espèce, etc. Il y a une soumission à la loi darwinienne. Non, c'est pas le darwinisme, ça c'est le néo-darwinisme. C'est le néo-darwinisme. Oui, non, c'est pas la même chose, parce que Darwin, il a jamais écrit ça. Non, pardon, c'est le darwinisme à la chute de Galton. C'est ça, voilà, exactement. Oui, mais il n'en demeure pas moins que c'est dérivé de... C'est pas dérivé de Darwin, non. Et deuxième, en ce qui concerne alors, le bolchevisme, c'est la loi de l'histoire. On revient vers Razasoulich, là. Parce que je suis désolé, mais les sociodémocrates, même Plekhanov, même Plekhanov, comme tous les sociodémocrates, Lénine était social-démocrate, hein, si je ne m'abuse. Hein.
la scission entre bolcheviques et mencheviques, c'est mencheviques, c'est les minoritaires, bolcheviques, c'est les majoritaires, mais c'est une scission à l'intérieur d'un parti social-démocrate. Bon, et ce qui fait le tronc commun des idées des social-démocrates, c'est la théorie de l'histoire chez Marx de 1859. Bon, c'était pas social-démocrate, c'était social. C'était le Parti socialiste ouvrier révolutionnaire de Russie. C'était pas tout à fait la même chose. Mais ça ne veut pas dire que derrière, c'était pas dans le courant social-démocrate de l'époque. Bon, attends. Tu l'as fait. Excuse-moi. Non, mais vas-y, parce que sinon, tu ne pourras pas faire ton exposé. Alors. Je reviens avoir un peu de temps pour répondre. D'accord. Bon, pour ce qui est alors, de Lénine et de sa conception de la construction du Parti communiste, ça, c'est bon, je pourrais épiloguer là-dessus, mais il fait un parti d'intellectuels révolutionnaires. Or, Gustav Landauer, socialiste allemand, un peu anarchiste, c'est vrai, je reconnais, il avait dit, ce n'est pas les révolutionnaires qui font la révolution, ce sont les révolutions qui font les révolutionnaires. C'est un peu différent. Et la différence, c'est que Landauer, il est mort en 1939, et quand on meurt en 1939 en Allemagne, ce n'est pas de la grippe espagnole, c'est de la répression du mouvement spartakiste. Bon, répression d'ailleurs, Marx, Marx, il a eu le flair. Il a dit aux sociodémocrates allemands, vous allez écraser une révolte ouvrière. Ouais. Nosk. Bon, voilà. Après, pour comprendre. Moi non plus, je n'ai pas suivi là. Comment 1919 Marx, il était mort. Non, je Marx, dans des lettres qu'il a écrites dans les années 1870 aux sociodémocrates allemands, aux représentants du Parti. Regarde sur le programme. Vous allez finir par écraser une révolution ouvrière. Et c'est ce qui s'est passé. Nosk, je me souviens bien, il est social-démocrate. Et si tu regardes le dernier. C'est pas le premier socialiste à écraser une révolution ouvrière. C'est pas la première révolution ouvrière qui est écrasée et par des gens qui prétendent des fois défendre les ouvriers. Il y a un lien justement sur Prague. Oui, on peut parler de 1848, on peut parler de 1953. De tout ce qui peut revenir à ça, voilà, il ne faut pas désespérer bien. Tu connais la oui, signification je connais toutes ces vieilles choses. Bon, après, alors, la question de la guerre froide. Là, c'est toi qui décides. C'est toi qui je décides. vois un peu de recul. Il y a quelque chose de très troublant. Tocqueville, Alexis de Tocqueville. Je reconnais en voix off que c'est un peu d'ordure. Toutes ces positions sur l'indemnisation des esclavagistes. Bon. Mais à la fin du premier tome de la démocratie en Amérique, il anticipe ce qui va se passer. Il va dire, au XXe siècle, les deux grandes puissances qui seront face à face, c'est la Russie, tsariste, et les États-Unis. Ce qu'on a présenté comme un antagonisme reposant sur deux conceptions totalement différentes de la civilisation, de côté la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, etc., et de l'autre un régime totalitaire. C'est en fait ni plus ni moins qu'un choc de nations à l'échelle géopolitique. Et il y a un autre élément dont il faut tenir compte, me semble-t-il, et je renvoie à certaines envolées lyriques de Lénine quand il dit il faut balayer la barbarie qui règne en Russie sans hésiter à utiliser les moyens barbares. Et quand il parle de ça, en fait, c'est de tout ce qui relève de la tradition culturelle slave en Russie. Je ne connais pas du tout très bien la littérature russe du XIXe siècle, mais pour avoir lu Tourguenieff, père et fils, pour avoir lu Efim Dostoïevski, le gros problème qui est posé par ces écrivains, c'est
est-ce que le monde slave va se laisser euh, corrompre par la culture rationaliste occidentale? Et Lénine, il est le vecteur de cette, j'allais dire, occidentalisation du monde slave. Et je crois que c'est fondamentalement ce que nous reposera un type comme Solzhenitsyn. Donc il y a cet aspect. Oui, tu crois que j'ai trop parlé? Alors, juste un truc, je vais vous donner, avant de repasser la parole à Franck, je vais vous donner lecture de la participation, enfin, d'une contribution de quelqu'un qui s'est connecté, qui a déjà participé à nos réunions antérieures et qui est russe, hein, qui travaille aujourd'hui en France, mais je vous le donne pour élément d'information. Merci pour votre présentation. Je peux noter qu'à l'heure actuelle, la société russe est, entre guillemets, soviétisée à au moins 75%, le pourcentage de ceux qui reconnaissent les mérites et les valeurs de l'URSS. C'est ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit. Malgré malgré l'attitude anti-soviétique des autorités, la société comprend la nécessité de s'unir pour préserver le pays. Elle fait référence à la situation actuelle, évidemment. Au cours des dernières décennies, les scientifiques russes ont accompli un travail considérable pour établir la vérité historique sur ce qui s'est passé pendant la période soviétique. Nous pouvons recommander par exemple les travaux de l'éminent historien et vulgarisateur Evgeny Spitsin, qui s'appuie sur des documents issus de la science universitaire. Voilà, j'en dis pas plus, je donne cet élément d'information pour ceux qui veulent aussi regarder le point de vue des Russes. C'est pas forcément, c'est un des points de vue parmi d'autres. À toi, Franck. Ou peut-être on laisse peut-être intervenir un peu plus et puis je fais. Non, non, je vais. Non, parce qu'on. Enfin, je ne sais pas, sauf si tu as une question là. Non, vous allez rebondir sur un peu ce qu'a dit Michel aussi, sur l'idée que, justement, dans un système de productivisme de type soviétique, on revient en fait à des principes économiques qui sont hérités quand même du capitalisme pur et dur. Et dans les années 30, il faut voir aussi à quel point finalement les dirigeants soviétiques sont allés chercher des modèles en fait, d'organisation économique, je peux paumer là-dessus, et à un moment donné, ils ont axé sur des orientations d'industrie lourde, etc., qui étaient typiquement inspirés des modèles de l'économie de guerre allemande, parce que finalement, isolés qu'ils étaient sur le plan économique et politique, ils sont allés chercher des modèles chez ceux qui pouvaient eux aussi isolément, parce qu'ils avaient été isolés par le traité de Versailles, qui pouvaient finalement leur apporter en fait des solutions et des principes d'organisation, si bien que c'est très difficile de retrouver ces petits dans ce que l'on appelle l'étatisation des moyens de production, c'est pas la socialisation des moyens de production. Avant de donner la parole, j'ai donné juste quelques remarques. Premièrement, moi, Lénine, j'en ai jamais, c'est comme Marx, je n'ai jamais fait des Bibles, je me suis jamais préoccupé de savoir ce qu'ils avaient fait concrètement en tant qu'individus, je parle, au regard des soi-disant déclarations dont ils étaient porteurs. Moi, ce qui m'intéresse dans Marx comme dans Lénine, si tu veux, c'est ce qui peut être utile pour la transformation de notre société, pour avancer vers l'émancipation des peuples et des individus et faire en sorte qu'on construise ensemble une société qui réponde mieux à ce que nous avons vécu au préalable. Ce qui ne veut pas dire que je ferme les yeux sur ce qui s'est passé. Bien au contraire, j'ai lu Solzhenitsyn, je suis en capacité, comme beaucoup, de comprendre ce qui a pu se produire en 17. En 17, 17, Lénine, il a jamais rien fait de pire que ce qu'a fait toute proportion gardée Robespierre et toute son équipe d'intellectuels de l'époque au moment de la Révolution française. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Hein. Attention, je veux dire que parce que on peut toujours renvoyer dans les processus révolutionnaires aux phénomènes les plus violents qui ont pu se développer dans ces périodes-là,
pour faire oublier ce que ça entraînait comme, je dirais, négation de l'ordre antérieur et ouverture vers une autre société, vers d'autres rapports sociaux et d'autres rapports humains. Et de ce point de vue, je vous invite à relire Robespierre au même titre que je vous invite à relire d'autres penseurs, Diderot et Montesquieu et d'autres de l'époque. Mais souvent, on oublie que ce qu'on a focalisé, je dirais, je le redirai, on a focalisé sur la Révolution de 1789, et souvent dans la culture qui nous est transmise, on a idéalisé le rôle des intellectuels, en tout cas de ces personnalités extraordinaires. Hein, qu'on ne fasse pas dire que je suis anti-élite, c'est pas ça la question. C'est ces personnalités extraordinaires qui ont été porteuses et qui ont pu refléter de manière intelligible les moments extraordinaires et passionnants de ces périodes-là, mais on oublie que l'essentiel de la Révolution, c'est pas eux qui l'ont faite. C'est les peuples, le peuple français pour ce qui le concerne, et le peuple russe, je te rejoins, était en train, effectivement, qui a créé une situation dont s'est emparé Lénine, mais après tout, est-ce qu'il fallait pas le faire? Moi, je n'interprète pas sa prise du pouvoir, son coup d'État, si tu veux, comme se substituant volontairement et historiquement au processus de soviétisation qui était en train de se produire dans la société, d'autant que je pense que les communistes y contribuaient au même titre que d'autres composantes de transformation sociale de l'époque. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de regarder le mouvement. Moi, ce qui me passionne chez Lénine, c'est moins son coup d'État que sa capacité permanente à faire un aller permanent, un aller-retour permanent à la situation concrète pour ensuite faire bouger son positionnement politique pour aller, pour conserver le pouvoir d'une part, pas forcément pour lui-même, hein. Je veux dire qu'on doit aussi à Lénine d'avoir alerté sur les dérives de Staline, sur les dérives qui étaient en train de se produire dans la transformation. Il ne faut jamais faire dire aussi non plus à Lénine, plus qu'il n'a dit, parce que lui-même a reconnu que le processus qu'il était en train d'installer dans la Russie était un processus de rattrapage par rapport aux économies occidentales, par rapport aux économies capitalistes développées, dans un pays arriéré. Je veux dire, et c'est aussi la même chose qui s'est produit en Chine. Est-ce que pour autant ça fait un modèle de révolution? C'est là où je dis qu'il faut qu'on discute et qu'on travaille. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas pour autant un modèle de transformation sociale sur lequel il faut forcément s'appuyer pour passer d'une société à l'autre. Ça, mais et en même temps, il faut regarder d'où ils partent, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont produit, malheureusement, quelles impasses ils ont pu produire, parce qu'il y a eu il y a eu quand même, et ils nous ont effectivement entraînés dans des difficultés supplémentaires, nous, ce qui prétendons être les révolutionnaires d'aujourd'hui, en tout cas, ceux qui veulent contribuer à leur petit niveau à la transformation de la société, ils nous ont, par les erreurs qui ont pu, ou les impasses dans lesquelles ils se sont retrouvés, nous mettre en difficulté dans le combat idéologique et le combat politique dans lequel on veut travailler. Ce qui a d'ailleurs été l'objet de combats fratricides dans le mouvement ouvrier, dans les mouvements révolutionnaires, notamment entre les trotskistes, les communistes, les anarchistes, toute une série les sociodémocrates, et souvent en se balançant des choses à la figure qui empêchaient justement d'avoir une confrontation fraternelle. Hein. Parce que moi, le travail que je fais avec Michel, on se fait pas de cadeaux, mais c'est toujours dans la fraternité. Et donc, si tu veux, bon, ok pour y aller, hein, si tu veux. Bon, je m'arrête là. Franck, c'est toi qui es l'invité, c'est pas moi. Non, mais je te remercie. Il faut que je reprenne le micro? Non, 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 pas du tout. Je te remercie parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de Bible. Par contre, évidemment, il y a des références. Ces références, il faut les discuter, il faut les critiquer. Il faut essayer de les comprendre. Et après, ça nous donne des éléments pour savoir un peu où on est, où on en va, mais ça nous dit pas ce qu'il faut qu'on fasse. Et moi, c'est la position générale que j'ai par rapport à la science, parce que je suis un peu matheux, puis j'ai fait un peu de culture scientifique aussi, et moi, la science ne nous dit jamais ce qu'il faut qu'on fasse. Elle nous aide à comprendre les conséquences de ce qu'on va faire. Voilà. Après, des fois, on comprend bien, on peut prévoir, mais en général, ça marche pas tout à fait comme on a prévu, mais disons qu'on peut restreindre
l'écart. Et en histoire, évidemment, c'est très compliqué, parce que quand on fait de la physique, on peut renouveler 150 000 fois la même expérience. En histoire, c'est une autre histoire, c'est le cas de le dire. C'est comme un astronome. Un astronome, il peut pas produire à volonté des étoiles et des galaxies pour voir comment elles tournent. Donc, il faut s'appuyer sur l'observation, et évidemment, le travail il est plus complexe. Donc, il y a pas de modèle. Par contre, effectivement, si on s'intéresse un peu, il faut essayer de comprendre. Et pour moi, j'ai parlé beaucoup de Lénine parce que je voulais parler de la Révolution d'octobre, parce que je pense qu'il faut regarder le monde aussi à la lumière de ce qui s'est passé, non pas depuis 20 ou 30 ans, mais de ce qui s'est passé depuis un peu plus d'un siècle. Et je pense d'ailleurs que, j'ai pas trop d'éléments pour l'appuyer, mais je pense que toute cette génération là du 19e siècle qui pousse jusqu'en 1917, elle est en réalité, sans avoir de modèle, mais elle est sous une influence très forte qui est celle de la Révolution française. Et en particulier dans des pays comme la Russie qui sont encore sous le joug de l'autocratie et avec un, un modèle féodal à peine dégrossi, hein, parce que c'est quand même ça la Russie de 1917, hein. Officiellement, on a aboli le servage, dans la pratique, c'est autre chose. Alors, après, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je vais commencer par le productivisme. Euh, Moi, je voudrais quand même faire une observation par rapport à ça, c'est qu'on fait souvent des critiques paradoxales aux expériences socialistes et qu'on reproche à la fois à l'Union soviétique d'avoir été productiviste et en même temps, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu en 89-90 sur le fait qu'ils sont quand même nuls parce que leurs bagnoles, elles valent rien et ils en ont pas beaucoup. Donc, il y a un petit paradoxe. Je pense que c'est évidemment complexe, mais il me semble que quand on regarde l'ensemble des pays socialistes, ils construisent pas tout à fait, font pas tout à fait les mêmes choix techniques. Par exemple, même la Chine, qui se développe beaucoup et qui commence à produire pas mal de voitures, je pense que ça va être le seul pays, premier producteur mondial, mais de voitures électriques, beaucoup. Mais je pense que ils, ils sont en passe d'être peut-être le seul pays qui va atteindre les objectifs qui s'est fixé en matière de réduction du carbone. Et en tout cas, ils ont un développement des transports en commun qui est considérable et sans rapport avec ce qu'on voit dans aucun autre pays capitaliste. Et ça, c'est une constante de tous les pays quasiment socialistes. C'est le développement des transports en commun, le développement de l'éducation et de la culture. Il y a des choix, c'est-à-dire entre la société de consommation telle qu'on la vit ici aux USA et le mode de vie qui s'est produit, il y a quand même des différences qu'il faut pas perdre de vue. Par contre, évidemment, il faut nourrir les gens. Pour ça, il faut avoir une industrie, il faut se développer. Tous les pays dans lesquels il y a eu des révolutions. Alors, moi, je considère comme socialiste. Après, on peut avoir des débats, peu importe. Mais je pense qu'on est d'accord sur la liste de pays. Donc, peu importe le nom à la limite. Dans tous ces pays-là, c'était des pays arriérés. Il n'y a pas eu de dépassement du capitalisme vraiment. Il y a eu des aménagements, mais il n'y a pas eu de dépassement radical du capitalisme dans les pays développés. Donc, ils ont tous été en lutte pour la survie. C'est-à-dire, j'ai une camarade qui dit mais la principale préoccupation du dirigeant de la Chine, quel qu'il soit, c'est qu'il doit nourrir 1 milliard presque et demi de personnes tous les jours. Et donc, oui, il faut du développement. Et en plus, l'Union soviétique, on peut faire tous les reproches qu'on veut à Staline, mais effectivement, quand il a dit il faut s'industrialiser parce que sinon on va être balayé, déjà 10 ans après, ils étaient attaqués par les nazis. Il s'est pas tout à fait trompé quand même. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu d'industrialisation, on avait été très en retard, mais on l'a tellement reproché d'avoir été trop vite. Peut-être, peut-être, mais on lui a tellement été reproché d'avoir été trop vite dans l'industrialisation quand même. Donc, à un moment donné, après, moi je pense, je suis d'accord avec toi. Eh ben, c'est peut-être la dernière famine qu'il y a en Union soviétique, alors que sous le tsarisme, il y avait des famines. Il y avait, non, mais il y avait quand même une famine, je veux dire, il y a une famine générale. Peut-être que ce qui s'est organisé, c'est que ça a porté plus à certains endroits que dans d'autres. Je suis pas un expert, donc je vais pas me prononcer là-dessus. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que sous le tsarisme, il y avait une famine en Russie tous les 10 ans. Après, il y en a plus. Oui, sauf en Ukraine, dans les années 30. Ouais, après celle de l'Ukraine dans les années 30, mais qui est pas que en Ukraine, hein, il n'y a pas que en Ukraine qu'ils avaient faim, faut pas non plus, et après, il y en Le a plus. grenier à blé, ça allait toujours d'ailleurs. Oui, mais, oui, enfin, c'était le grenier à blé, ça l'est devenu parce que aussi, enfin, je veux dire, le développement économique de l'Ukraine, il décolle aussi à partir des années 20 et 30 quand même. Je veux dire,
la condition de vie des paysans ukrainiens, enfin tout ce qu'on peut lire avant la révolution, euh, c'est pas florissant, hein. C'est comme tout le reste de la Russie, c'est très arriéré. Et tout le développement, enfin, je veux dire L'arriéré, aujourd'hui, c'est un concept typiquement occidental ou occidentalo-capitaliste. ok, bah, en tout cas, ils Parce crevaient que de ça faim s'inscrit souvent, quoi. dans une conception Euh, unilinéaire de l'histoire des sociétés où il y en a qui sont en avance et d'autres qui sont en arrière. C'est chez Turgot, hein. oui, mais enfin bon, Turgot, à un c'est moment un donné, ok, historien c'est bourgeois. unilatéral d'avoir le chauffage plutôt que d'avoir une maison qui est pas chauffée ouverte aux 80, ok. Mais moi, je préfère quand même avoir une maison où il y a du chauffage qu'une maison ouverte aux 80. Et je pense qu'on est tous pareils. J'avance un petit peu dans le débat. Sur la Russie et les USA, moi je pense qu'on peut faire la comparaison aujourd'hui entre l'Inde et la Chine, qui sont deux grands pays avec beaucoup de ressources, avec une grosse population. Et on peut faire quand même la comparaison du développement de l'Inde depuis 70 ans, 80 ans, et du développement de la Chine. Et je pense que la Russie, évidemment, c'est un pays qui ressemble quasiment à aucun autre, mais il y a d'autres pays qui avaient des moyens de se développer. Et il y en a peu qui ont eu le développement de l'Union soviétique à partir des années les 20 et 30 jusqu'aux années 60. Après, il y a un freinage. Ça mérite discussion, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Euh, sur tout ce qui est technocratie, la base un peu technostructure, moi, enfin, dire que les actionnaires sont passifs et que c'est la technostructure qui gère, y compris dans les pays capitalistes, moi, ça me paraît pas correspondre à l'histoire. Je veux dire, quand on regarde l'histoire de France, le poids du comité des forges dans les choix politiques très actifs de l'histoire de France, je pense que c'est quand même les actionnaires qui, à un moment donné, ont le pas sur la technostructure et sur l'État. Et je pense qu'on peut citer pas mal d'autres exemples. Et je pense que l'organisation du capitalisme aux États-Unis fait pas obstruction à ça. Je pense qu'il y a vraiment une classe. Il y a une classe organisée. Donc, dans les organisations de la classe, effectivement, il y a différents niveaux. En plus, en France, il y a ce qu'on appelait, c'est l'héritage de la bourgeoisie de robe, de la noblesse de robe. Donc, il y a toujours un rôle de l'État très important, mais in fine, la classe capitaliste elle, s'organise autour du capital et effectivement, la propriété du capital, c'est le cœur de la chose et c'est là que le pouvoir gît, le pouvoir politique. Enfin, on voit leur capacité à faire et à défaire le gouvernement, le contrôle qu'ils exercent sur la presse, le contrôle qu'ils exercent sur le Parlement, à mon avis, est pas discutable. Et moi, je discute, par contre, évidemment, que la planification, ça a toujours existé, hein. Et Marx le dit d'ailleurs. Il dit à l'intérieur de l'usine, tout est planifié. Et aujourd'hui, les grands groupes capitalistes, ils passent leur temps, ils ont des armées d'ingénieurs qui passent leur temps à planifier, à négocier entre eux dans les cartels, euh, pour que effectivement les choses soient planifiées dans le sens du profit. Ce qui fait la différence, à mon avis, même quelles que soient toutes les critiques qu'on peut faire, je veux dire, toutes les critiques sont entendables, il y a plein de limites, et des limites à la démocratie, il y a des choses, à un moment donné, des gens qui prennent le pas, qui mettent leur position personnelle et qui se servent de leur position dans le parti, dans l'État pour servir leurs propres intérêts, évidemment. Malgré tout, je pense que l'organisation économique de l'Union soviétique n'a rien à voir avec l'organisation économique du Reich. Et la manière dont on va euh, extraire toute la plus-value, ne rien investir dans la production, investir tout dans la production de guerre, etc. Enfin, le développement quand même, de ces usines qui sont construites, les barrages, l'électricité. Enfin, quand Lénine il dit le socialisme, c'est l'électricité pour les soviets, il le fait, l'électricité. Euh, voilà, l'Afrique, elle attend toujours son électricité. Donc, je pense que on peut pas s'arrêter juste à des formes. Il faut regarder le fond, il faut regarder le résultat. C'est complexe. Euh, mais je pense que le recul historique oblige à dire que il s'est passé des choses là-bas qui étaient porteuses d'autres choses. Je termine juste parce que je veux pas être trop long sur l'auto-organisation des masses. Euh, Alors, moi, je pense qu'il y a toujours une position, et sur la question de la déception, il y a toujours une position, parce que tant que une classe dominée, elle reste dominée et qu'elle est dans l'opposition, quelque part, elle ne peut rien faire de mal. Elle ne peut que subir, elle n'est que victime. Donc ça suscite énormément de sympathie. Dès qu'une classe dominée, elle va prendre le pouvoir, évidemment, elle peut faire des bêtises.
peut faire des dégâts, il peut se passer plein de choses contradictoires, il y a des guerres, il y a de la violence. Les périodes révolutionnaires, quelles qu'elles soient, tu as raison de rappeler l'histoire de France, les périodes révolutionnaires, le pouvoir s'affaisse, il n'y a plus de pouvoir. À un moment donné, c'est la porte ouverte à tout. Que ce soit le fascisme, que ce soit des révolutions que nous, on espère progressistes. Et quand on fait l'histoire, c'est comme quand on dit il y a auto-organisation de février et octobre, c'est-à-dire qu'on veut bien que les masses s'auto-organisent, mais par exemple, on ne veut pas qu'elles aient de parti. On ne veut pas qu'elles aient une direction, qu'elles soient capables de prendre les choses en main et d'agir. Il faut que l'organisation reste à un certain niveau de passivité. Mais si, parce que le fait que... Non, non, mais le fait que... Non, 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 mais de février à octobre, il y a un pouvoir. C'est Kerensky qui a le pouvoir. Ben oui, et ben, c'est pas un fantoche. Il prend la décision de continuer la guerre. Cette décision est appliquée. C'est pas fantoche. C'est la réalité. Il prend la décision de pousser les gens à continuer la guerre et de leur tirer dessus si jamais ils reculent. Ça, c'est de la réalité. Et il prend y compris la décision, et c'est le jugement que forment les bolcheviks. Dans l'histoire du coup de la révolution, hein, en juillet, il y a énormément de manifestations, de révoltes contre cette politique de Kerensky. Lénine dit, si on essaye de prendre le pouvoir maintenant et de renverser Kerensky, on va être balayé parce que derrière, la réaction n'attend que ça, que les nouvelles forces révolutionnaires se divisent et c'est eux qui vont reprendre le pouvoir. Donc il dit, stop. Et ils sont emprisonnés, hein. Lénine se cache. Il y a un certain nombre de dirigeants bolcheviks qui sont emprisonnés, le parti est interdit, etc., etc. C'est Kerensky qui fait ça. C'est pas l'auto-organisation des masses. C'est-à-dire, il y a quand même une réalité des choses. En septembre, ce que Lénine avait prévu se produit, c'est-à-dire les forces réactionnaires commencent à essayer de reprendre la main, et c'est le putsch de Kornilov. Et à ce moment-là, Kerensky est obligé de sortir les bolcheviks de prison pour qu'ils organisent tout le monde pour aller défendre Petrograd contre l'armée de Kornilov qui essaie de reprendre le pouvoir. Donc, on peut faire toutes les constructions qu'on veut après, a posteriori, mais quand Lénine il dit si on prend pas le pouvoir maintenant en octobre, on va le perdre définitivement et c'est la réaction qui va l'emporter, bah, je pense que les faits lui donnent quand même raison. Et tout le mouvement sur le parti bolchevique, il est fort, mais il n'est pas extrêmement fort. Il se constitue progressivement. Il va se renforcer au fur et à mesure du processus, en amont et en aval. Et, et parce que il est l'expression d'une tendance. Moi, je reviens à ce que vous disiez d'ailleurs tous les deux. C'est pas les révolutionnaires qui font les révolutions, c'est les révolutions qui font les révolutionnaires. Mais c'est pas Lénine qui fait la révolution, c'est la révolution qui fait Lénine. C'est parce que Lénine, à un moment donné, saisit la situation, répond aux attentes, parce que lui, la paix, il va la faire. Ça va coûter cher à la Russie, parce que il faut payer en territoire. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de zones où les camarades bolcheviques qui se retrouvent sous le régime allemand ou austro-hongrois. Mais il va faire la paix, il va donner la terre aux paysans, il va donner, parce que c'est d'actualité, il établit le décret sur les nationalités de l'Union soviétique, il donne l'égalité à tous les citoyens de l'Union soviétique. Et toutes les langues parlées par tous les peuples de l'Union soviétique deviennent langues officielles dans les territoires concernés, y compris l'ukrainien. Donc, c'est pas juste je prends le pouvoir parce que ça m'amuse de prendre le pouvoir. C'est à un moment donné, on est porteur d'une politique. La société a besoin de changer. Il y a une situation extrêmement contradictoire entre des formes démocratiques et puis des formes de violence qui sont en lutte permanente. Et à un moment donné, il faut y aller. Je pense que toute l'histoire des révolutions, la Révolution française, à un moment donné, il y a ces situations-là qui se produisent. Et ce qu'il faut regarder, c'est la capacité après, dans ce mouvement extrêmement contradictoire, extrêmement difficile, parce que rien ne va être épargné à cette révolution. Ils vont être tout de suite attaqués par toutes les puissances qui se combattaient un an auparavant. Et ils ont tout à reconstruire. Ils ont un pays qui est immense, qui est complètement désorganisé, qui est complètement appauvri par la guerre. Et tout ça pour 20 ans plus tard se retrouver avec les nazis qui les envahissent, quoi. Donc, de toute façon, c'est l'histoire. C'est fait. Et moi, je reviens juste à qu'est-ce que ça nous dit du monde d'aujourd'hui, de ce qu'on est en train de vivre, de la montée de la guerre, de la montée des forces d'extrême droite. On n'est pas encore au niveau ni des fascistes italiens, ni des nazis, mais quand même, on voit le rythme de développement de ces forces-là. Et moi, je pense que
il faut avoir un regard plus nuancé que rejeter tout en bloc ou qu'accepter tout en bloc. Il faut se dire ces choses-là se sont passées et quel en a été le sens et qu'est-ce que ça a apporté comme transformation sur lesquelles on peut s'appuyer dans le monde d'aujourd'hui pour essayer d'avancer parce que je pense, je vais juste conclure là-dessus, mais que le rejet en bloc qu'on a pratiqué quand même depuis quelques décennies n'a pas été productif. Merci Franck.